Hélène, bienvenue dans l'émission Being Inspired. C'est la rencontre avec des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Des personnes qui, à leur façon, ont décidé de changer le monde et qui veulent vous inspirer. Ma première invitée est Véronique Blanc, conseillère du recteur de la région académique Île-de-France. Ancienne élève de l'école normale supérieure, professeure agrégée en économie-gestion pendant plus de 20 ans, puis inspectrice, Véronique est très attachée à relier le monde académique au monde économique. Elle a porté ce sujet à tous les niveaux, établissement, académie, monde associatif, direction générale de l'enseignement scolaire, et nous prouve surtout qu'il est possible de faire bouger les lignes partout. Mon deuxième invité est Stéphane Morieux, un des plus grands humanistes de notre époque. Jamais vu qu'il existe moins de 10 chercheurs dans le monde sur le thème du feedback. Ils sont principalement anglo-saxons, sauf un, Stéphane. Cet homme a 3 vies en une. Consultant en management, chercheur en psychologie dans le domaine de la personnalité, de l'évaluation et du feedback, et dirigeant d'entreprise. DRH d'abord, d'un groupe de 4500 personnes, l'un des présidents de Manpower Group, et aujourd'hui entrepreneur. 2 invités passionnés par la transmission et qui essaient chacun à leur niveau de planter des graines pour un monde plus vrai, plus efficace. Donc bienvenue à vous qui nous rejoignez. C'est parti pour 2 rencontres très inspirantes. J'ai le grand plaisir d'accueillir Véronique Blanc, conseillère du recteur de la région Île-de-France. Sa mission est de rapprocher écoles et entreprises dans les académies de Créteil, Paris et Versailles. Et elle le fait avec passion et persévérance. Véronique, y a-t-il un événement précis qui a déclenché cette passion de faire bouger les choses? Bonjour. Oui, alors, pas vraiment un événement précis, mais je me revois en terminale, devoir prendre des décisions pour mon avenir, pour mon orientation. Et donc avoir des difficultés à me projeter. Et donc c'est cette période-là, je pense, qui est importante pour moi et qui explique beaucoup de choses. D'accord. Et pourquoi on a tout fait une mission de vie? À quel besoin réponds-tu précisément? Alors, une mission de vie, oui, effectivement, dans un sens, puisque ça fait longtemps que je travaille sur le sujet et j'ai même créé une association pour rapprocher les enseignants des entreprises et participer avec des personnes que j'ai rencontrées et qui sont aussi engagées que moi à co-écrire des manuels sur ce sujet de l'orientation pour aider les jeunes à réfléchir et à mieux s'orienter. D'accord. Et au-delà de cette association, de ce manuel, aujourd'hui, concrètement, comment cet engagement s'exprime? Alors, cet engagement, donc, pour répondre à la deuxième question, il répond à des besoins très concrets, aussi bien au niveau des élèves que des enseignants, parce que les enseignants ont besoin de cette rencontre avec les entreprises pour mieux comprendre le monde économique et pour mieux accompagner les élèves. Et les élèves, ils ont besoin de cette confrontation parce qu'ils ont besoin de vivre des expériences qui vont les aider à se projeter, à avoir des envies. Et donc la question suivante, pardon, j'ai déjà oublié. Tu vas dire concrètement en dehors de ces manuels, oui, comment ça se passe? En fait, concrètement, quand j'étais enseignante, ça se passait concrètement en faisant intervenir des professionnels, des entreprises dans mes classes pour les faire témoigner, mais également moi-même j'allais faire des stages en entreprise ou faire des visites d'entreprise avec mes élèves ou sans eux même. Lorsque je pilotais le service qui s'appelle le Centre d'études et de formation en partenariat avec les entreprises et les professions, cela consistait en fait à faire des partenariats avec les entreprises pour organiser des immersions d'enseignants dans les entreprises.
Et à l'heure actuelle, cela consiste avec les collègues des académies de Créteil, Paris et Versailles qui sont comme moi engagés sur ces sujets de relations école-entreprise dans des missions d'éducation économique qui existent dans les 3 académies. Il s'agit de mettre en place des actions concrètes pour les élèves, mais aussi pour accompagner les enseignants pour qu'ils aient suffisamment de matière pour accompagner les élèves dans leur orientation, dans leur formation et dans leur insertion plus tard dans leur insertion professionnelle, puisque ce sont les 3 grands besoins de la relation école-entreprise, les 3 grandes finalités, l'orientation, la formation et l'insertion professionnelle. Et suite à toutes ces actions qui sont mises en place depuis un certain nombre d'années, quelles sont les observations que tu peux faire en termes de résultats, autant auprès des élèves qu'auprès des enseignants? Alors les résultats, ils sont très intéressants et très satisfaisants parce que lorsque les enseignants viennent nous voir en disant « Ah, donc j'ai fait telle formation, telle visite, j'ai accueilli tel chef d'entreprise dans ma classe », et ça m'a fait réfléchir, ça a fait réfléchir mes élèves et je suis mieux à même de leur donner des explications sur tel secteur d'activité, tel métier, telle entreprise. C'est extrêmement enrichissant, c'est extrêmement satisfaisant. Et c'est la raison pour laquelle aussi en région académique, actuellement, on est en train de mettre en place un événement important pour notre région académique Île-de-France, une université de la relation école-entreprise qui aura lieu le 5 avril. Ah oui, après-demain, là. Voilà, très vite. Donc voilà, il faut voilà, si des chefs d'entreprise nous écoutent, si des cadres d'entreprise, des salariés d'entreprise nous écoutent et qu'ils sont intéressés, ça sera avec plaisir qu'on les accueillera dans ce cadre pour partager avec eux, pour les rencontrer. Parce que l'idée, c'est d'avoir à la fois des équipes pédagogiques et donc des acteurs des entreprises pour imaginer des nouveaux projets et pour agir ensemble, donc pour rapprocher l'école et l'entreprise. Et en quoi, pour les entreprises, c'est intéressant aussi de collaborer dans ce type de projet? Alors je pense que les entreprises recherchent des talents, elles recherchent des jeunes qui ont développé des soft skills. Donc parmi les actions que l'on met en place dans nos établissements, dans nos classes, on met en place par exemple des projets sous forme de création d'entreprises, d'associations. Donc on travaille sur la démarche entrepreneuriale et donc c'est intéressant de venir voir cela et de venir accompagner cela lorsque c'est possible. Accompagner un enseignant qui dans sa classe a mis en place un projet entrepreneurial, c'est intéressant parce que les entreprises ce sont les mieux à même d'expliquer ce qu'elles font, les acteurs des entreprises, d'expliquer ce qu'ils font, de donner envie, de faire briller les yeux des jeunes en expliquant leur parcours, parce qu'aucun parcours n'est facile. Et quand on est jeune, qu'on soit collégien, qu'on soit lycéen, on n'imagine pas le champ des possibles, en fait. Tout ce qui est possible. D'accord. Et au niveau des stéréotypes que l'on entend, il faut comprendre qu'il y avait des stéréotypes autant de la part des élèves que des enseignants vis-à-vis du mode économique et inversement. Donc, on pourra avoir des exemples de stéréotypes que vos initiatives permettent justement de gommer. Alors, c'est un gros sujet, les stéréotypes, et notamment, je pense en particulier aux enseignants qui n'ont pas forcément eu l'occasion de passer un peu de temps avec des acteurs des entreprises. Et c'est en se rencontrant, il n'y a rien de mieux que la rencontre humaine en fait. Et elle est vraie aussi, c'est vrai aussi pour les élèves. Lorsqu'ils vont dans une entreprise échanger, discuter, poser des questions,
eh bien, c'est toute la richesse humaine qui transparaît, qui s'exprime. Et du coup, c'est à partir de là qu'on peut vraiment travailler, se projeter, réfléchir au niveau des enseignants à comment traduire ce qui est vécu auprès des jeunes pour leur donner des perspectives, davantage de perspectives et une image plus réelle de ce qui se passe en fait dans les entreprises. Et d'ailleurs, à propos de stéréotypes, on a aussi souvent en tête l'image d'un mammouth à faire bouger quand on parle aussi bien de la partie éducation nationale que des grandes entreprises du CAC 40. Et pourtant, toi, tu fais partie de ces acteurs qui sont à l'intérieur de ces mammouths. Alors, c'est vraiment une expression qu'on ne peut pas répéter. Mais comment, justement, arrives-tu à distiller le changement de l'intérieur? Alors, je passe sur l'expression, mais en réalité, on est nombreux à faire bouger ces grosses structures, à vouloir les faire bouger. Et on y arrive lorsqu'on est plusieurs, lorsqu'on est de plus en plus nombreux à avoir le même engagement. Et c'est exactement ce que j'ai vécu à tous les niveaux auxquels j'ai travaillé sur ce sujet-là. Alors toujours des gens autour de moi engagés, persuadés du bien fondé de ce sujet, de la nécessité d'y travailler ensemble. Et aussi des personnes qui n'ont pas peur d'innover, de créer, de faire des erreurs, de prendre des risques. Et quelque part, en fait, c'est un peu une attitude d'entrepreneur, mais à l'intérieur du système. Et donc, on peut qualifier cela d'intrapreneuriat. En tout cas, certains d'entre nous utilisent ce terme et je trouve qu'il est pas mal. Et justement, de quoi aurait besoin une personne qui change les choses de l'intérieur pour l'aider à garder la motivation, à aller plus vite Garder la motivation, je pense que c'est un sujet, c'est un sujet récurrent pour nous tous. Et encore une fois, je pense que garder la motivation, pour moi, c'est le collectif qui permet de garder la motivation. Et la certitude que ce sur quoi on est engagé est vraiment fondé, mais ce qui porte, c'est le collectif. D'accord, donc c'est vraiment le secret du changement, c'est le collectif. Pour moi. Et cette démarche en fait d'entrepreneur. Pour moi, oui. D'accord, formidable. Et tu parlais beaucoup justement d'entrepreneuriat, donc aurais-tu un message que tu souhaiterais adresser aux entrepreneurs, par exemple, pour les sensibiliser encore plus lors de nos vies, par exemple, de venir le 4 avril? Le 5 avril, le 5 avril. Voilà. Le 5 avril, c'est un événement. Alors oui, le message il est extrêmement simple, c'est qu'on a besoin d'eux, on a besoin de vous pour venir témoigner dans les classes, pour venir échanger avec les enseignants, avec les cadres aussi, avec nos chefs d'établissement, nos inspecteurs, nos personnels d'orientation qui ont envie, qui ont besoin de ces échanges. Et donc c'est important, même si on sait que c'est pas facile, on sait bien que l'activité d'une entreprise est ce qu'elle est, mais pas besoin de passer énormément de temps, mais si chacun fait un tout petit peu, on arrivera tous ensemble à faire bouger les lignes, à faire bouger les choses pour nos jeunes et pour notre pays en fait. Et plus que le sujet de l'orientation est un sujet qui te porte énormément aussi, est-ce que tu aurais aussi un message à tous ces parents qui ont un jeune aujourd'hui qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire et qu'il y a quelque chose parmi ces initiatives qui pourrait les aider aussi? Alors, comme je le disais tout à l'heure, avec notamment Linda Guyon qui porte l'association que j'ai créée il y a 10 ans, il y a un travail qu'elle a fait notamment sur la connaissance de soi, un énorme travail de recherche et de mise en... Et
parfois, et c'est ce que je regrette sur mes propres enfants, je n'ai pas su faire suffisamment ce travail de découverte de soi, de découverte de ses talents, de ses envies, et donc d'exploiter ses points forts. Passer plus de temps à exploiter ses points forts que vouloir passer trop d'énergie à compenser ses points faibles, et ouvrir le champ des possibles vraiment, parce qu'il y a tellement de possibilités. Certes, c'est compliqué, mais il y a tellement de possibilités, il y a tellement de passerelles aussi, et c'est ce qu'on a essayé de faire passer dans le travail qu'on a fait en groupe à chaque fois, puisque voilà, c'est un groupe qui a fait cette démarche. D'accord, merci beaucoup Véronique pour ce dernier message, et c'était vraiment très inspirant. Merci. À très bientôt. Et maintenant, je suis très heureux d'accueillir Stéphane Morieux, un des plus grands humanistes de notre époque, mais aussi un passionné du feedback. Parmi les 10 plus grands chercheurs au monde sur le feedback et le seul francophone, Stéphane détonne dans le milieu. C'est le seul à en avoir fait un one-man show. Et il vient de publier un livre qui s'appelle « Feedback, le pouvoir de la conversation ». L'humain, on l'a bien compris, est un sujet qui te fascine. Pourquoi ? C'est probablement le fruit d'une histoire et d'un certain nombre de rencontres. Il faut imaginer, quand je suis tout petit, je suis plutôt du genre bon élève, assez sérieux, pas forcément très à l'aise dans les relations avec les autres. Le genre d'élève qui agace les autres, tu sais, celui qui travaille pas beaucoup et qui pourtant à chaque fois a une bonne note. Voilà, je suis un peu ce genre de garçon-là. Et je vais faire un certain nombre de rencontres qui vont me faire réaliser que ça c'est bien, mais c'est clairement pas suffisant. Il y a une rencontre très marquante qui se passe au début des années 90. Je suis à New York, je suis un jeune consultant. Je commence à travailler dans un cabinet américain. Et mon manager me dit, tiens, il y a une grande convention sur la psychologie positive. Est-ce que tu veux y aller ? Bien évidemment, je suis ravi. Je vais là, je vois un des grands papes de la psychologie positive. Il donne sa conférence à un moment absolument magique. À la fin, tout le monde applaudit. Question-réponse. Une maman lève la main et dit, voilà, cher monsieur, tout ça est très joli, mais moi, voilà, j'ai un enfant qui n'est pas bon à l'école. J'ai bien entendu tout ce que vous dites, mais je ne vois pas ce que je peux lui dire de positif. Le vieux monsieur prend le micro et lui dit, mais vous voyez, peut-être qu'il est mauvais dans les matières principales, les matières classiques, mais il a peut-être un talent pour le sport, pour le dessin ou la musique. La maman reprend le micro et lui dit « Non, monsieur, il est nul en sport, il déteste le dessin et la musique, c'est pas son truc. » Et moi, intérieurement, je jubilais quand même un peu. Tu vois, en français, je me disais « Bon, voilà, il y a des moments où on peut pas être positif tout le temps. » Le vieux monsieur reprend le micro et lui dit « Mais chère madame, est-ce que votre fils va tous les jours à l'école ?» La maman dit « Mais bien sûr, vous imaginez bien qu'avec mon mari, on l'autorise pas à faire l'école buissonnière. » Le vieux monsieur prend le micro et lui dit « Mais voyez madame, tous les jours que Dieu fait, votre fils va dans un endroit où tout le monde lui dit qu'il est mauvais. Il faut avoir beaucoup de courage pour cela. » Et ce genre de rencontre m'a vraiment éclairé parce que je me suis dit, waouh, quelle sagesse! Comment peut-on arriver une fois dans sa vie à avoir ce regard sur les autres et de se dire finalement, même dans les situations qui paraissent désespérées, il y a toujours un feedback positif à donner. Je crois que ça m'a marqué pour la vie. D'accord. Et je crois comprendre entre les lignes qu'il y a aussi un petit diagnostic de potentiel qui a été évoqué à un moment donné au cours de ton parcours. Et justement, j'entends aussi qu'il y a beaucoup de stéréotypes autour de ce titre de potentiel et qu'il y en aurait un que tu aurais envie de dégommer à tout prix. Oui, alors, c'est vrai que si tu lis le livre, tu verras, je ne suis pas un grand fan de cette notion de haut potentiel. J'ai été élevé effectivement dans une famille où justement on faisait attention de dire « te prends pas pour plus intelligent que les autres, chacun a du potentiel, chacun a son talent ». S'il y a une idée contre laquelle j'essaye un peu de me battre, c'est l'idée selon laquelle il y aurait une sorte de génie qui tomberait comme ça sur des gens. Voilà, et je dis que le génie n'existe pas. Je dis que le génie, c'est une excuse inventée par les gens paresseux pour ne pas se mettre au travail. Voilà. Alors, je sais que le propos est un peu violent, un peu provocateur, bien évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, quand on regarde les gens qu'on appelle des génies, ou tout simplement des gens comme nous, nous tous, qui avons un certain nombre de talents, ceux qui sortent un petit peu du lot, ce sont tous des gens qui ont beaucoup travaillé. Il y a une corrélation très forte entre le potentiel et le travail.
Il y a aussi des conditions environnementales. Il faut évoluer aussi dans des environnements apprenants. Alors, cette notion est assez compliquée, mais globalement, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment cette idée de il faut fournir beaucoup de travail et de l'autre côté, il faut être dans un environnement favorable. Et je synthétise ça dans la formule, la simplicité. Que parfois, les gens disent « mais ça a l'air simple pour toi, tu vois, tu es sur le plateau, ça a l'air naturel ». Pour moi, la simplicité, c'est la forme que revêt le talent qui a beaucoup travaillé. Magnifique. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux m'expliquer, puisqu'on est dans cette notion de travail, comment tu as fait pour passer de DRH de 4500 personnes à la scène, en train de nous faire un one-man show avec un vieux gilet de grand-mère? Ça, clairement, ce sont des rencontres et des hasards heureux, vraiment. Alors, je dis souvent, j'ai beaucoup de chance, et je le pense sincèrement, mais les gens me disent, non, c'est pas de la chance, c'est du travail ou autre chose. Je dis, oui, ça dépend en fait de comment on définit chance. Pour moi, la chance, c'est 3 sous-compétences. Première sous-compétence, semer, donc créer des opportunités. Deuxièmement, voir quand ces opportunités commencent à germer, parce qu'il y a des gens qui sèment, mais qui ne voient pas les opportunités jaillir. Et puis troisièmement, une fois que ça germe, eh bien, il faut récolter, c'est-à-dire il faut faire quelque chose de cette opportunité. Et c'est vrai que j'ai beaucoup semé, c'est vrai que je pense que je crois avoir cette capacité à voir quand les opportunités se présentent. En tout cas, celles que je ne vois pas, je ne le saurai jamais. Mais une fois que j'en vois une, par contre, là, je sais. Je peux être assez pitbull. Et je crois que c'est ça la clé, en fait. Dis-moi alors, quel est le rapport avec le gilet de grand-mère? Alors, le rapport avec le gilet de grand-mère, en fait, là, c'est un pur hasard de marketing. En fait, on cherchait, quand on a monté la conférence, quelque chose qui puisse un peu marquer les esprits. Il se trouve que j'avais réellement une grand-mère qui tricotait tout le temps et je détestais profondément ces gilets. Vraiment, alors ça se passe, en l'occurrence, l'histoire se passe à Londres. Je parle non pas de feedback, mais je parle de recrutement pour une grande entreprise internationale qui fait des boissons à bulles un peu noires, voilà, et des gros logos rouges. Et je fais une conférence sur le recrutement. Et j'avais trouvé cette petite astuce où je montrais une photo de moi avec le gilet de ma grand-mère. Et j'avais cette astuce sur il est moche, il gratte, il n'est pas fait à la bonne taille, mais dites merci quand vous en recevez un. Ça a bien marché. On a décidé ensuite de trouver une tricoteuse qui nous en a fait un vrai. Et puis il m'accompagne depuis. Et c'est toujours une sorte d'émotion, un hommage à toutes nos grand-mères qui ont tricoté pour nous. Et pour revenir sur un registre plus sérieux, je sais que tu aimes chercher des lois universelles. Et tu dis que le feedback découle de la nature. Pourquoi? Oui. Alors, je suis un élève de Darwin, donc forcément j'ai cherché des lois universelles, alors en étant très modeste bien sûr, mais ce que j'ai réalisé en fait, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, j'ai habité aux États-Unis, j'ai habité au Japon, j'ai habité en Afrique, j'ai habité en Europe bien sûr. Et on me disait, oui, mais il y a des grandes différences culturelles. Alors, bien sûr, ces différences culturelles existent, et en même temps, il y a parfois plus de distance entre mon voisin de palier et moi que entre moi et quelqu'un qui habite au Japon. Il y a quand même des lois universelles. Quand on rencontre les gens, on découvre ça. C'est assez passionnant. Donc, j'ai cherché ces lois-là, et dans ma recherche sur le feedback, j'ai vraiment essayé de trouver des lois qui pouvaient s'appliquer, que l'on soit chinois, que l'on soit européen, que l'on soit américain. Et puis c'est ça qu'on a commencé à enseigner et puis qui fait le cœur atomique, j'espère, de ce livre. Et dans ce livre, tu parles en fait d'un art du feedback, mais aussi d'un langage du feedback. Et qu'est-ce que c'est cette histoire en fait? En fait, une de nos découvertes, effectivement, c'est que le feedback, c'est pas juste une technique, etc. C'est quelque chose qui est inscrit dans le vivant et c'est quelque chose qui est en fait une langue. Je dirais même une langue étrangère. Alors, pourquoi c'est une langue? D'abord parce que c'est un système de communication qui nous permet de mieux nous comprendre, qui nous permet aussi d'évoluer. Or, une langue, c'est ça la finalité, se comprendre et évoluer. La deuxième chose, c'est que le feedback, ça repose sur des mots feedback, un vocabulaire feedback, et puis ça repose aussi sur des règles feedback. Il y a une grammaire du feedback. Et quand on commence à creuser le feedback avec cet angle-là, on se rend compte qu'effectivement, c'est une vraie langue. Alors, je ne veux pas avoir une illustration, par exemple, en entreprise. Alors, en entreprise, bien, si justement, prenons un exemple international, si tu as une entreprise multiculturelle avec des gens des États-Unis, des gens d'Europe et des gens d'Asie, globalement, en synthèse, en termes de feedback, comment ça se passe? Les Américains, tu sais comment ils sont, tout est amazing, awesome. Donc,
c'est parfois un peu troublant pour nous, Européens, par exemple. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment sincère? En Europe, on n'a pas ce problème-là. Nous, on est les rois du feedback négatif. Quand il faut dire quelque chose de négatif, on sait aller dedans. Par contre, le positif, on ne sait pas très bien. Et en Asie, je fais à grosse maille, mais en Asie, le feedback est très subtil parce qu'il ne faut pas faire perdre la face à l'autre. Et donc, finalement, il n'y a pas beaucoup de feedback. Alors, on peut imaginer qu'un Américain donne du feedback à un Français en présence d'un collègue chinois, et ces trois-là ne se comprennent pas. Ce qu'on a essayé de montrer à travers cette histoire de langue du feedback, c'est que si chacun, l'Américain, l'Européen et le Chinois apprennent chacun la langue feedback, eh bien, quand ils vont commencer à parler feedback, ils vont davantage se comprendre. Et tout le travail qu'on a fait a essayé de donner aux gens des codes simples, appropriables, qui fonctionnent dans la vie professionnelle comme dans la vie privée et qui permettent de mieux converser. Alors, Stéphane, là, tu m'as mis sur un sujet dans lequel j'ai envie de pleurer. C'est de la vie personnelle, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Alors, eh bien, je serais tenté de dire à peu près la même chose que dans la vie professionnelle. Dans la vie personnelle, on a... Un exemple. Bien sûr. La première chose dont on a besoin, c'est la reconnaissance. Un enfant a besoin de la reconnaissance de ses parents. Les parents ont aussi besoin de la reconnaissance de leurs enfants. Tout le monde fait beaucoup d'efforts, mais tant qu'on ne se le dit pas, on a l'impression que l'autre ne le perçoit pas. Si on sait parler la langue feedback, eh bien, on va mettre un peu plus d'estime de soi dans nos relations, un peu plus d'attention à l'autre. On vit dans un désert de feedback, j'explique ça dans le livre. C'est en réalité un désert d'attention à l'autre. Tu vois, je suis venu en métro pour faire cette interview. Dans le métro parisien, tu sens le désert d'attention partout, à chaque endroit. Et forcément, notre cerveau, notre cœur ne sont pas programmés pour ça. Il faut donc remplir nos réservoirs à estime de soi. Et le feedback est une jolie manière de le faire. Et que tu aurais une anecdote drôle. Drôle. La pression d'un seul coup. Non, mais alors, des drôles, je ne sais pas, mais des touchantes. Par exemple, j'ai souvent à la fin de mes conférences des mamans qui viennent me voir en expliquant voilà, j'ai tel souci avec mon enfant. Et par exemple, j'ai plusieurs occasions dans lesquelles les mamans sont venues, mais moi, mon fils est nul en dictée. Parce que dans ma conférence, je parle de la dictée. Et je leur dis toujours, dans une dictée, si votre enfant n'est pas bon en dictée, un jour, prenez le temps de faire quelque chose qui en apparence est tout bête et qui consiste simplement à compter avec lui ou avec elle le nombre de mots justes dans la dictée. Ça paraît tout simple, et ça l'est. Et pourtant, ça peut montrer qu'à un moment donné, on change de regard. On ne voit pas seulement la mauvaise note, on ne voit pas seulement les mots faux, mais on voit aussi les choses belles, les choses réussies. Et ça contribue. Alors, il ne s'agit pas de ne voir que le positif, il s'agit de trouver le bon équilibre entre les deux. L'art du feedback, c'est trouver le point d'équilibre entre, d'un côté, de l'exigence et de l'autre côté, de la bienveillance. Et Stéphane, je sais aussi, parce que je lis dans ta passé, que tu as d'autres sujets qui te passionnent en ce moment, c'est le management par soumission versus le management par engagement. Est-ce que tu accepterais de nous en parler? Alors, il faut que je te fasse l'histoire du management depuis l'aube de l'humanité, c'est-à-dire depuis 300 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Alors, rassure-toi, on peut le faire en 2 minutes. Pourquoi? Parce qu'en 300 000 ans, Homo sapiens n'a inventé que 2 façons de manager. 2 formes d'autorité. Une qui existe depuis 300 000 ans, on l'appelle l'autorité par soumission. L'autre qui est beaucoup plus contemporaine, on la date pour nous dans nos travaux vers 1945, sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on l'appelle l'autorité par l'engagement. Et autorité par soumission, autorité par engagement ne se comprennent pas. Or, elles sont aujourd'hui dans tous les pans de la société. Et finalement, nos travaux sur le feedback ont montré que le feedback, ce n'était pas juste un outil de communication sympathique, c'est un révélateur d'un phénomène beaucoup plus grand qui est en train de se passer partout, dans l'éducation nationale, dans les partis politiques, dans les systèmes religieux, dans les entreprises et dans les familles, qui est une révolution des autorités. Il y a une crise des autorités. Et aujourd'hui, on a tendance à opposer soumission et engagement. Ma thèse, c'est qu'il ne faut pas les opposer, il faut les conjuguer. Et comment fait-on? Eh bien, il faut d'abord prendre conscience que ces 2 formes d'autorité ont leur intérêt. L'autorité par soumission est la meilleure manière d'obtenir des résultats court terme. L'autorité par engagement est la meilleure manière d'obtenir des résultats long terme. Dans nos vies, nous avons besoin des 2. Une fois qu'on a appris ça, il faut apprendre juste la suite, c'est que chacune ont leur arme privilégiée. L'autorité par soumission a une arme privilégiée qui s'appelle l'ordre. Il faut apprendre à donner des ordres. Et l'autorité par engagement, le manager par engagement, a une arme privilégiée et elle s'appelle le feedback.
Merci beaucoup pour Merci, ce magnifique partage. Et j'espère que tu me feras un feedback à la fin de cette émission. Avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup pour ta présence. Et c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un très joli moment avec nous. Et à très bientôt pour la suite.